cette table ronde porte sur les nouvelles structures et nouveaux enjeux. Et en la préparant, je me suis dit, moi j'aurais mis nouveaux enjeux, nouvelles structures. Parce que je suis encore un peu utopiste et j'imagine que les structures sont destinées à servir des enjeux. Donc je voudrais, avant de donner la parole aux 5 personnalités qui sont réunies pour cette table ronde, remercier bien évidemment l'OCIM, mais également le ministère et l'Université de Bourgogne pour leur accueil et pour toute la réflexion qu'ils conduisent aujourd'hui, qui est absolument stratégique. Alors, avant de faire cela, donc aussi, je voudrais recadrer en quelques mots le cadre dans lequel, qui a été abordé dans la discussion précédente, mais dans lequel va se glisser notre discussion. Nous sommes dans des sociétés dites de la connaissance, et qui sont pas simplement, et tout ce que nous allons discuter ne concerne pas simplement que l'Europe, mais également le Brésil, la Chine. Vous savez que la Chine, qui se dit aujourd'hui la plus grande usine du monde, mais veut devenir le plus grand laboratoire du monde. Donc c'est dire que partout, les quelques éléments que je vais vous cadrer là sont des éléments que l'on retrouve dans toutes les sociétés qui se tournent vers la connaissance. Je dirais certainement des propos qui feront écho à ce qui a été dit précédemment par Jean-Michel. Et mon principal propos est de vraiment d'insister sur le fait que les modes de production de la connaissance changent en ce moment. Nous en avons des traductions, et ceci concerne autant la recherche que la recherche privée, que l'innovation. Donc nous sommes dans des processus qui évoluent. Alors, des témoins, et je voudrais aussi revenir sur ces notions-là, parce que la culture scientifique, ça n'est pas une bulle en soi, elle vit, elle dépend complètement de ces modes de production de la science et de la connaissance, et si on n'est pas conscient de ce contexte-là, on peut faire des bêtises. Alors, pour prendre des exemples très concrets, vous avez des approches qui sont totalement réflexives aujourd'hui entre le dispositif scientifique et ce que l'on appelle les amateurs. Jean-Michel l'a évoqué, mais je voudrais vraiment insister. Dans le domaine de l'environnement, je prends un exemple d'une grande expédition que le muséum a bien connue, qui a été organisée au Vanuatu il y a 2 ans, Santo, 45 pays, 150 chercheurs. Et qui a organisé cette expédition unique au monde pour collecter la biodiversité dans le triangle d'or de la biodiversité? C'était bien sûr Paris 6, le muséum, l'IRD, mais des ONG. Je prends un autre exemple. Les entreprises aujourd'hui, est-ce que toute la recherche est intégrée dans l'entreprise? Non, bien sûr. Vous avez des bureaux d'études. Je prends encore un autre exemple dans le domaine de la santé que je connais bien puisque je suis à l'origine de la mission des associations de malades de l'INSERM. Les associations de malades, nous les connaissons, mais les cohortes sur le vieillissement que nous avions réunies avec Dominique, mais elle n'est pas là, à l'INSERM, ces cohortes de 4000, 5000 personnes représentent des acteurs de la recherche, des sources de données scientifiques et ils le vivent comme tel. Je prends enfin un domaine qui est peut-être plus proche, dont on va évoquer peut-être avec notre ami du pôle de compétitivité, celui de l'alimentation. Aujourd'hui, l'INRA, les pôles de compétitivité, travaillent en relation avec des groupes d'acteurs qui sont tous quelque part non sachants, mais qui sont effectivement sachants. Et donc, dernier exemple, dans le numérique, l'industrie du numérique, nous y travaillons beaucoup à l'Institut, j'y reviendrai. L'industrie du numérique, je ne sais pas s'il y a des gens d'Orange Labs ou d'ailleurs, ils travaillent avec des artistes, bien évidemment, mais ils travaillent surtout avec des associations. Vous avez dans la ville de Montréal, vous avez à Paris dans le Sentier, vous avez à Grenoble, vous avez des lieux d'innovation sociale, mais tournés vers des nouveaux usages, et ceci dit, c'est en totale complémentarité avec, entre guillemets, les chercheurs du privé. Donc, vous voyez bien que nous sommes partis de systèmes très centralisés dans la source de connaissances, universitaires, etc., à un système beaucoup plus réflexif avec la société. Deuxième changement. Il y a un deuxième changement. Les rapports aux politiques changent. Forcément, dans une société de la connaissance, le politique s'investit beaucoup plus dans la connaissance. Et qui dit politique, dit de fait société et expertise. Et aujourd'hui, vous le vivez tous à des titres divers, et nous y réfléchissons beaucoup à l'Institut, la notion même d'expertise est une notion très ambivalente. Qui est expert de quoi? Et quand vous discutez avec l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'expert est aussi bien un expert de la sphère classique, traditionnelle, académique, qu'un expert de la société civile. Donc, Claudia aura certainement l'occasion d'en reparler. Troisième changement,
système réflexif, logique de coopération, de réseau. Vous l'avez évoqué depuis, je pense, ce matin. Je suis désolée, je n'ai pas pu être là. Mais nous avons des processus de complémentarité. Les sciences évoluent beaucoup trop vite. Il y a beaucoup trop d'investissements à faire. Et qu'on soit surtout chez les dirigeants peut-être, mais aussi dans des laboratoires. Du reste, c'est la recherche qui a toujours montré la dynamique de ces évolutions. Vous avez des processus d'acculturation collective, de co-conception des choses qui se traduisent par les réseaux sociaux et tout ce qu'on veut. Je n'insisterai pas plus. Mais il y a des modes de production des savoirs qui changent. Et je dirais que ce sont 3 termes essentiels. Et ces modes de production des savoirs, je voudrais bien insister dessus, ils ont été initiés par la recherche. Hein. Donc vous voyez que toujours la science joue un rôle très particulier là. Alors finalement, comment construire une culture quand on est ensemble? Et là, je fais référence à l'expérience que j'ai en tant que directeur de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie, et ça fait écho à l'exposé qu'a fait notre ami de Grenoble de la Seine de Mélan. Nous réunissons chaque année depuis 3 ans, donc on n'est pas encore très connus, on n'a pas beaucoup communiqué, mais des 45 personnes issues de toute la société civile, et dans des rapports qui ne sont absolument pas des rapports de concurrence ni des rapports hiérarchiques, nous réfléchissons, nous nous formons et nous réfléchissons à la fois aux évolutions des sciences, à la fois aux évolutions de la société et à la manière dont elles s'articulent. Et ceci pour définir les termes d'une culture scientifique. Alors, ces termes, qu'est-ce que ça veut dire, culture? En fait, je fais écho à des réflexions que nous avons eues avec Jean-Michel, mais aussi avec un autre philosophe qui s'appelle Heinz Wiesmann. Et il s'agit, en fait, la culture n'est pas déconnectée de son environnement. Elle a des aspects spatiaux et des aspects temporels. Vous avez des cultures qui se définissent au niveau de quelques individus, je pense, et des cultures qui sont beaucoup plus entre mes 45 auditeurs, par exemple, et vous avez des dimensions spatiales de la culture. Il faut, au niveau d'une association, on en parlera au niveau d'un réseau local, et tout ne se définit pas de la même manière. Et donc, cette notion de culture, c'est vraiment de connaître, elle est dynamique, et il s'agit de connaître les différences qui sont entre les gens, les groupes, etc., et de surfer sur ces différences pour trouver justement les points de jonction qui existent entre eux. On pourrait vous dire que nous avons beaucoup travaillé les questions européennes l'année dernière. Nous étions posé la question de savoir s'il y avait une culture européenne. Il y a des cultures européennes, et comment travailler ces cultures et la construction de l'Europe, c'est en connaissant ces différences et en se rapport. Donc quand on parle comme ça, on réfléchit comme ça, on peut avoir des idées peut-être sur la culture. Alors je dirais que si on entre dans cette société de la connaissance, il faut bien évidemment, je ne reviendrai pas sur ces débats-là, qui sont un peu qui nécessiteraient beaucoup de temps, mais c'est bien parce on a fait depuis plusieurs années dans le domaine de l'éducation, on l'a dit, dans le domaine de l'information et dans le domaine de la culture, des pas énormes, avec énormément de critiques aujourd'hui, parce que justement, nous rentrons dans une société de la connaissance, et on peut considérer que les structures, que ce soit, ne facilitent pas aujourd'hui la créativité nécessaire à avancer plus vite. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et alors c'est dans ce contexte que je voudrais que l'on replace la discussion que nous allons avoir. La culture scientifique et technique s'inscrit, donc vous avez pu le comprendre, je le traduis différemment là dans mon exposé, dans 2 registres différents. Là, je reparle du registre spatial, pas du registre temporel. L'historicité a été évoquée et c'est un élément absolument essentiel. L'historicité, la démarche scientifique, tous ces facteurs sont temporels. Mais sur la dimension spatiale, la culture scientifique s'inscrit maintenant dans 2 registres. Une dimension de proximité, c'est celle que je vous ai décrite auparavant, qui passe par des relations extrêmement simples, des relations de travail, des relations de rencontres, où que l'on soit, entre des laboratoires, des acteurs locaux, etc. Et qui est absolument... Luis Mariano Gago est venu ouvrir le cycle de l'Institut au Sénat il y a un mois et demi, et lui aussi, il est sur cette approche-là. Donc la relation de proximité est absolument... C'est celle qui suscite la confiance dont on a parlé tout à l'heure. C'est celle qui peut recréer du lien, qui peut aller à des dimensions d'éthique partagée, d'une construction d'un savoir-vivre, comme disait Jean-Michel tout à l'heure, commun. Donc ces relations, ces circuits courts, comme vous avez dans l'agriculture de reste, ont toujours existé. Mais il n'empêche qu'à travers l'acculturation
impressionnante de la société civile, les relations professionnelles qui s'inscrivent maintenant dans le paysage de la recherche, vous avez des évolutions là qui sont absolument essentielles. Et puis bien évidemment, l'autre dimension, c'est celle, je dirais, de la distance, mais qui cherche à rendre proche l'activité scientifique, c'est celle de la mise en scène, c'est celle de l'événement, c'est celle de la sensibilité, comme disait notre ami, et c'est celle qui, quelque part, aussi nous a mobilisés tous pendant des années et que nous aimons beaucoup, hein, mais les deux sont totalement complémentaires. Et à ce moment-là, vous voyez que la logique du débat, celle de la controverse, prend son équilibre. Elle n'est plus, comme certains l'ont dit toutes ces dernières années, une logique d'acculturation dans les crises. Au moment du sida, on a appris que le virus, tout le monde savait ce que c'était un virus. C'est vrai, la crise économique, nous sommes en train de l'analyser à l'Institut, est une période d'acculturation. Mais il faut leur donner à ces crises, à ces controverses, la place qu'elles doivent avoir. Alors, finalement, après avoir parlé un peu de quelques généralités, je dirais que je suis très contente de l'ensemble peut-être que nous formons pour discuter avec vous, puisque nous avons des acteurs qui ont des missions très différentes. La recherche, bien sûr, et l'éducation, l'enseignement supérieur, la conservation du patrimoine, l'innovation technologique, la culture scientifique en tant que telle, et puis l'analyse politique, la politique de la recherche avec l'association de Claudia. Donc, des missions différentes et des acteurs qui sont soumis à des évolutions, bien sûr, de la société, hein, institutionnelle. Et nous avons, je dirais, un premier ensemble qui est représenté par Nabil El Agar, vice-président de l'Université de Lille, par l'université. Le second qui est représenté par Michel Guiraud, donc du Muséum national d'histoire naturelle. Et enfin, par notre ami Christophe Breuillet, qui dirige le pôle de compétitivité. Donc, eux sont dans un mouvement d'évolution aujourd'hui destiné à avancer dans cette société de la connaissance qui c'est beaucoup accéléré, mais qui préexistait, hein, il ne faut pas croire, avec la loi d'orientation de la recherche, la loi sur les universités. Et est-ce que ces évolutions-là leur donnent aujourd'hui des capacités nouvelles pour agir? Quels sont les acteurs qu'ils rencontrent? Et quelles sont, finalement, par rapport à cet observatoire, les dimensions qu'ils voudraient voir apparaître dans cet observatoire? Et puis, nous avons d'un autre... une autre institution qui est la Cité des Sciences et le Palais de la Découverte, qui, elles, sont aussi en mouvement. Et donc, est-ce que ce mouvement aussi résulte, s'appuie aussi sur des partenariats, des besoins de coopération, est-ce qu'ils analysent des nouveaux acteurs? Enfin bon, je ne me répéterai pas. Et donc, là aussi, une évolution structurelle qui influence ou pas une analyse de la culture scientifique. Et enfin, Claudia, que nous connaissons depuis longtemps, est donc dans une association, donc elle est la seule qui représente ce secteur, et donc là aussi, quel regard elle porte sur les acteurs, sur ces nouveaux acteurs, et comment pour elle doit se construire une culture scientifique. Voilà. Alors, on va donner la parole à chacun d'entre eux le plus brièvement possible, mais néanmoins quand même le temps de s'exprimer. Donc, Monsieur Nabil El Agar, à vous. La loi d'orientation des universités, des nouveaux instruments, une nouvelle vision. Enfin voilà, comment vous voyez ça? Je voudrais vous avouer à quel point je suis fasciné que dans notre pays, comment la quantité de bêtises que nous faisons et de comment, 20 ans après avoir réalisé une bêtise, comment on essaye de remédier à la bêtise précédente par une nouvelle bêtise. Et nous en sommes là avec l'histoire de la culture scientifique, on est plein dedans. D'abord, je voudrais remettre la question dans son contexte. Et là, c'est l'universitaire qui parle. C'est-à-dire que je suis ni médiateur au sens de la Cité de la Science, ni associatif dans une association pour gérer la culture scientifique auprès des enfants. C'est pas mon domaine. Je sais que la culture scientifique se situe dans le même champ que de la culture, tout court, et que depuis que le pouvoir a compris que la culture est un produit intéressant qui pourrait être rentabilisé politiquement, celle-ci est devenue l'enfant de la République. Et c'est seulement à ce moment-là
qu'elle est devenue un véritable enfant de la République, parce qu'elle est devenue instrumentalisable. Au XXe siècle, la culture scientifique a été courtisée et mise au centre des enjeux, de grands enjeux de la nation, tels que les enjeux militaires, nucléaires et d'autres, et grands projets nationaux. Évidemment, ces intérêts éthiques envers la culture scientifique n'a pas été suffisant pour que l'accès à la culture scientifique soit massif. Nous sommes d'accord, sans doute. De plus, il faut rappeler que la vie intellectuelle de notre pays ne s'était jamais, pratiquement jamais, intéressée à la culture scientifique, ou rarement en tout cas. Et si on y ajoute en plus que notre administration étatique, qui ne sait traiter les objets sans les catégoriser, elle ne sait jamais les traiter sans qu'ils les mettent dans des catégories, et les ranger dans des tiroirs séparés, avait isolé la culture scientifique de la culture. On comprend aisément pourquoi la culture scientifique a été pendant très longtemps marginalisée. Premier point. Puis vint la société de consommation où la culture se fit spectacle. La culture scientifique a pris sa part. On a construit la cité de la science, ou la cité des sciences. On a construit Futuroscope. Et puis on a mis tous les CCSTI que vous connaissez qui ont fleuri dans de nombreuses villes. On ne s'était pas posé la question, le comment, le pourquoi, le qui, où, avec qui, n'a pas été posée cette question-là. On a décidé de faire de la culture scientifique, alors on a mis les moyens. Nous sommes un pays riche, donc on peut construire plein de trucs, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Alors moi, je voudrais poser par rapport à cette période-là, c'est-à-dire la période, on va dire, de la deuxième moitié du XXe siècle à aujourd'hui, un premier regard critique. D'abord sur la méthode. La méthode qui n'est qu'une conséquence d'une culture politique française, la nôtre, qui ne pensait pas à l'université comme lieu de culture, ce qui est extrêmement grave comme constat. La République, la nôtre, ne pense pas l'université, ne pense pas son université comme étant un lieu de culture. Résultat, les lieux de culture scientifique sont construits en dehors des lieux qui produisent cette même culture scientifique. Eh oui, ce sont les scientifiques qui produisent la culture scientifique. Et ça se trouve qu'ils sont à l'université. Et donc, ces producteurs, entre guillemets, d'ailleurs, j'utilise le mot sciemment et j'expliquerai pourquoi tout à l'heure, ces mêmes personnes qui produisent la culture scientifique, nous autres universitaires, ne seront donc pas questionnées sur ce qu'elles produisent ou ce qu'ils créent. Ce qui implique qu'ils sont éloignés de l'enjeu démocratique qu'engendre l'accès à la culture scientifique et le débat sur l'éthique dans la recherche scientifique. Ce qui conduit inévitablement à un certain affaiblissement de l'institution universitaire, déjà fragile dans une France qui ne l'avait jamais positionnée jusqu'alors parmi ses priorités. Et à cela s'ajoute, avec cette méthode que je viens et qui s'est traduite sur le terrain à travers tous ces CCSTI, tous ces équipements, extraordinaires par ailleurs d'ailleurs, à cela s'ajoute une forme d'escroquerie intellectuelle qui s'organisait autour de ce que l'on pouvait appeler, ou que j'appellerais, entre guillemets, la facilité de l'accès à. Point de suspension. Tu veux être ingénieur, il n'y a pas de problème, vas-y, tu peux l'être. Un genre de yes we can précoce dans l'accès à la science. Qui veut aller devenir scientifique, il peut. Il peut, on disait aux élèves, aux étudiants, vous pouvez. C'est ce qui se situe dans cette grande confusion dont nous, d'ailleurs, encore aujourd'hui, nous subissons les conséquences, et particulièrement le monde universitaire, cette confusion entre démocratisation et massification. On ne peut pas traiter la question de la culture scientifique sans traiter la question de rapport que l'on a à ceux qui font la science.
Nous savons que les deux problématiques, celle de l'interprétation du monde et celle de sa transformation, sont solidaires. Nous savons aussi que si la transformation du monde se présente comme l'affaire de tous, la maîtrise de cette transformation reste encore un domaine réservé à une minorité. Donc, l'enjeu démocratique est encore un grand enjeu en ce qui concerne l'accès au savoir et aux connaissances. Donc on ne peut faire l'économie de porter un regard critique sur la culture en tant que figure symbolique de l'ambition démocratique. Mais cette même culture qui est figure symbolique de l'ambition démocratique est considérée à juste titre comme rempart à la barbarie d'ailleurs. Hélas, l'histoire d'ailleurs nous montre, comme l'a exprimé Walter Benjamin, qu'il n'y ait pas de témoignage de culture qui ne se soit pas en même temps un témoignage de barbarie. Donc la culture scientifique, en tant que culture, est aussi porteuse de barbarie. Ce lien naturel entre culture et barbarie, qui se comporte comme un cortège de vainqueurs, et je reviendrai là-dessus quand on parlera des enjeux, est un point, je pense, important aujourd'hui pour savoir comment nous traitons, comment nous nous comportons. Et c'était très intéressant la présence de metteurs en scène tout à l'heure dans la table ronde précédente. C'est un peu aussi dans ce sens-là. Parlons un petit moment de nous, universitaires. Une part non négligeable d'universitaires ne s'intéresse aujourd'hui dans les savoirs et les connaissances qu'à la partie qui lui est nécessaire pour exceller dans sa spécialité. Nous sommes dans le siècle de l'hyperspécialisation. C'est ainsi que la recherche et l'enseignement risquent de ne garder de leur mission que l'aspect formateur, former. D'ailleurs, c'est le mot qui a remplacé le mot enseigner dans notre pays. Nous sommes le seul pays au monde à avoir changé enseignement par formation. Comme si on était dans une usine de métallurgie. On forme le métal. Donc, que l'aspect formateur, qui sait répondre aux critères de l'efficacité technique et de la rentabilité économique sans se soucier du culturel, c'est-à-dire de l'éducation d'un regard critique sur les savoirs, condition sine qua non pour une prise de recul nécessaire et pour donner un sens à l'entreprise de la connaissance. Or, nous savons que ce culturel, entre guillemets, qui met, comme disait Hannah Arendt, qui met de la distance entre l'homme et le vital indispensable à la survie humaine, est en conflit, ce culturel, est en conflit avec l'utile et surtout avec l'immédiatité. Donc, culturellement, nous avons un problème. On ne peut pas faire comme si tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Nietzsche disait d'une culture adaptée au temps présent, on passe à cet extrême, la culture adaptée à l'instant présent. C'est-à-dire une façon grossière de s'emparer de l'utilité momentanée. Si l'on croit que la culture a une utilité, on confondra rapidement ce qui est utile avec la culture. La culture généralisée se confondra avec la haine de la vraie culture. Quitte à ce qu'on aille chercher, que voulait dire Nietzsche par la vraie culture. L'université et les universitaires, donc, parce qu'il faut faire très vite ici. L'université et les universitaires ne peuvent donc se soustraire à la responsabilité éthique et civile de l'œuvre artistique, scientifique et technique. Parce que nous sommes toujours appelés à porter un regard critique sur ce que nous étudions, cherchons, inventons, écrions. Une condition s'impose donc à nous, une prise de recul nécessaire. Tant que cette démarche fait défaut, la rencontre, on peut faire toutes les rencontres qu'on veut, résultante de la confrontation et partie intégrante du processus de créativité et d'intelligibilité, est un leurre. Alors, quels sont les nouveaux, puisque c'est la question de la table ronde,
quels sont les nouveaux lieux selon moi et les enjeux. Pour moi, le nouveau lieu de la culture scientifique, aujourd'hui, doivent être impérativement les universités, qui sont de vieux lieux à qui on a arraché le troisième pied, c'est-à-dire la culture et la culture scientifique. Bien sûr, si on a réussi si facilement à arracher ce pied, c'est parce que celui-ci était peut-être bien faible et abandonné par sa mère, c'est-à-dire l'université elle-même. Quant aux enjeux, je dirais que d'abord il y a l'enjeu, justement, ce combat de faire revenir la culture scientifique dans les universités. Quand je dis faire revenir, ça ne veut pas dire qu'il n'y est pas. Ça veut dire qu'il n'y est pas massivement, ça veut dire qu'il n'y est pas naturellement, ça veut dire qu'il y a des initiatives que l'on prend les uns et les autres, où on en fait. Et le meilleur médiateur, puisqu'on parlait des médiateurs tout à l'heure, ils sont les enseignants-chercheurs eux-mêmes. Quand un enseignant-chercheur s'y intéresse à ce qu'il fait et il veut le montrer aux autres, il devient un excellent médiateur. Vous pouvez m'y croire. Donc, il faut réussir ce retour de la culture scientifique dans les lieux où on fait la culture scientifique. Deuxième enjeu, il faut faire de la culture scientifique une partie indivisible de la culture tout court. La culture dite scientifique est une culture, est une vision du monde. J'adhère à ce qui a été dit tout à l'heure quand on a dit les mathématiques, c'est de l'esthétique, c'est une vision du monde. Et donc la culture scientifique est une culture. Et il doit absolument être traité en tant que tel. Et non pas séparément de l'autre culture. Quatrième enjeu, ou troisième enjeu, je dirais qu'il faut stopper l'industrialisation du peu qui reste de l'activité intellectuelle dans les universités françaises. Ce que Denis de Rougemont avait appelé en 1935 déjà la prolétarisation de la pensée. C'est exactement ça la situation aujourd'hui dans l'université en France. Parce que l'universitaire est harcelé à faire de documents ici et là, à sauvegarder une carrière qui l'empêche de penser le monde. Et que l'universitaire est de moins en moins universitaire pour devenir de plus en plus un super technicien de la recherche. C'est pas pareil. Et je dirais le quatrième enjeu, c'est que, qui, suite à cette industrialisation, s'inscrit dans le mouvement général de la société technicisée, contemporaine. On aurait pu espérer que les institutions d'enseignement et de recherche resteraient un point de résistance, un lieu d'exercice d'une pensée indépendante de pression du monde extérieur. Or, cette indépendance est mise en question, non seulement par ces pressions extérieures, mais encore de l'intérieur par des universitaires qui ont peur de paraître passistes et courent derrière ce qu'ils pensent être la modernité. Non, je n'ai pas fini, mais je vais arrêter là. Vous avez bien posé les enjeux. Il y en a peut-être un ou deux autres qui sont encore sous le coude, mais on va passer la parole au Muséum national d'histoire naturelle, dont la double vocation de recherche et patrimoniale et culturelle est absolument essentielle. Donc, M. Giraud va nous parler des acteurs de cette activité. M'asseoir. Bon, écoutez, je vais rebondir parce qu'effectivement, sur la présentation précédente, parce qu'effectivement, le muséum, il a cette caractéristique d'être à la fois, c'est une université, enfin c'est tout le muséum, c'est pour ça c'est compliqué. C'est une université, c'est un centre de culture scientifique, enfin c'est comme le premier centre de culture scientifique national, 2 millions et demi de visiteurs, donc c'est un centre de conservation des collections, là aussi c'est
c'est le plus grand lieu où on trouve des collections. Donc c'est un centre d'expertise. Donc effectivement, on fait tout. Et pour revenir à ce que vous disiez, donc c'est vrai que c'était très intéressant en disant la culture scientifique dans les universités. Mais bon, je suis un peu terre à terre. À ce moment-là, vous aurez à résoudre un petit problème qui est le statut des enseignants-chercheurs, puisque la médiation scientifique ou la conservation des collections n'est pas reconnue pour leur avancement de carrière. Donc, tant que vous n'aurez pas résolu ce problème-là, vous n'aurez pas... Voilà. Je dis que ce n'est pas le problème, mais... je veux dire, c'est pas le problème, mais un peu parce que ça rejoint quand même le fait que dans un établissement comme le muséum, vous disiez les enjeux, bien, les enjeux, c'est quand même devenu la spécialisation des métiers, et donc la diffusion, la médiation, la conservation des collections, eh bien, ça nécessite aussi des professionnels. Donc, on est confronté, donc, comme vous disiez, des enjeux, muséum d'histoire naturelle, donc avec cette grande tradition, on est confronté à ces enjeux-là, c'est qu'on ne peut pas tout faire, certainement les mêmes personnels ne peuvent pas tout faire. Donc c'est pour ça que je trouvais que c'était quand même important de le souligner. Donc effectivement, donc, un établissement qui fait je dirais, énormément de choses, qui a historiquement, il faudrait replacer aussi dans la perspective historique, une place particulière, c'est la centralisation de notre pays qui l'a voulu. Et je dirais, et c'est dans cette optique que je voudrais poser faire ma présentation et vous donner le résultat de mon observatoire personnel, si vous voulez. C'est qu'en fait, effectivement, à un moment donné, on a eu un établissement, le muséum, qui avait une place majeure dans le paysage. Et c'est vrai que quand on est énorme, gros, c'est difficile de faire sans, c'est difficile de faire avec. Et je dirais que ce que j'ai constaté, en tout cas c'est mon analyse, dans les années 80, justement, au moment où a été créé l'OCIM, peut-être la création de l'OCIM a été voulue à ce moment-là, eh bien ce muséum qui avait il y avait même un rôle d'inspection vis-à-vis des musées en région, etc., qui était mal vécu. Et bien, en fait, avec la création de l'OCIM, en plus, ce rôle d'inspection a disparu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le muséum, il s'est retrouvé tout seul. Mais là aussi, vu sa taille et sa vocation, couvrant tout, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, naturellement, il est allé voir vers ses partenaires naturels. Et ces partenaires naturels, en fait, ils sont pas, enfin, vous n'étiez plus en France, ils étaient à l'étranger. Puisqu'effectivement, des institutions comparables, elles sont en Angleterre, elles sont à Londres, elles sont à la Smithsonian. Donc, je veux dire, et depuis cette période, eh bien, en fait, le muséum, il est allé vers l'Europe. Et aujourd'hui, la notion de réseau, et si on parle aussi d'enjeu, l'enjeu, on en a parlé ce matin, c'est le réseau, eh bien, ce sont les réseaux européens. Et ces réseaux européens, ils sont bien constitués. Il y a énormément de programmes, alors, de programmes de financement de la recherche, de programmes de financement de l'accès aux collections. Donc tout ça est parfaitement aujourd'hui structuré, financé. Et quand on fait cette analyse-là, eh bien, en fait, quand on regarde ce paysage-là, on se rend compte que, au niveau français, eh bien, le seul qui soit identifié, c'est le Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Donc, si vous voulez, ça, à mon avis, ça démontre quoi? Eh bien, ça démontre qu'en fait, il y a une absence, je dirais, un manque d'une organisation et d'un réseau au niveau national pour porter à connaissance et faire en sorte de valoriser le patrimoine scientifique qui aujourd'hui est dans les universités et dans les muséums en région et qui, je dirais, aujourd'hui n'est pas encore dans ces grands réseaux de recherche et d'accès aux collections. Je dirais un simple exemple justement pour montrer l'intérêt de nos collections. Alors, les collections d'histoire naturelle, effectivement, vous avez parlé de la directrice, les grands enjeux, c'est le changement climatique. Or, dans une collection, quand vous avez un spécimen, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit, cette chose a été collectée à cet endroit-là, à cette date-là. Et bien ça, quand on veut documenter le changement global, c'est une information qui est extrêmement précieuse.
Aujourd'hui, ce n'est guère que dans nos collections que si on veut voir un recul sur les 200 ou 300 dernières années, comme on regarde, vous savez, les états dans les paroisses pour voir le temps et avoir une idée du climat, de la température telle qu'elle était, eh bien aujourd'hui, si vous voulez documenter l'évolution de la faune et de la flore dans les 200 dernières années, donc sur la période de l'industrialisation, eh bien, il n'y a guère que dans ces collections-là que vous allez le trouver. Or, aujourd'hui, je trouve que c'est la connaissance de ces collections-là, eh bien, elle n'existe pas, en tout cas au niveau européen. Je peux dire que tout s'organise et que, effectivement, si un des sujets de l'Observatoire serait quelque part, effectivement, de se pencher sur ça et d'aider à la création d'un tel réseau. Alors après, il faut voir les modalités, parce que là aussi, quand on crée un réseau, une plateforme, il y a des moyens, il y a des ressources à mettre en œuvre, mais à mon avis, c'est un des enjeux importants. Sur le problème de la diffusion, et donc pour terminer, puisque on dit que c'est que 3 minutes, mais j'ai toujours 3 minutes, c'est toujours écrit, donc j'ai toujours... je voudrais citer un exemple. Donc, en fait, c'est tiré de l'entomologie. Ce qu'on constate dans nos collections, en fait, c'est qu'effectivement, nos collections sont valorisées pour beaucoup par des amateurs. Et donc aujourd'hui, effectivement, la connaissance, elle est plus, peut-être, ou elle est plus seulement dans les universités, elle est plus dans des centres comme les muséums, elle est aussi en dehors par des amateurs. Et ça, donc, il faut l'utiliser, le valoriser. Et le deuxième exemple, c'est le succès incroyable qu'on a eu avec l'association Noé dans la création de l'Observatoire des papillons de Jardin. Je veux dire, voilà une initiative qui a fait appel, je veux dire, à chacun. Et c'est vrai que, bon, puisque c'est le muséum qui avait mis en place le site web, eh bien, je crois, en 2 jours, il a explosé. Parce qu'il y a eu un tel succès que, bien, voilà, ça a dépassé totalement les capacités. Et ça, effectivement, donc, en termes d'observatoire, parce que s'il s'agit d'observatoire, il s'agit de mesurer, mais il va falloir quand même savoir arriver à mesurer, je dirais, la percolation de cette science, de cette connaissance qui est dans le public, qui est dans les amateurs, et par l'intermédiaire, par les plateformes, les supports que peuvent fournir les centres de culture scientifique, en fait, eh bien, arriver à agréger cette connaissance-là, dans l'informatisation des collections, on va avoir besoin des amateurs pour nous aider. Eh bien, c'est arriver à agréger ça et à enregistrer et à mesurer leur efficacité. Voilà, merci. Vous avez prononcé le beau mot. Merci d'avoir mis l'accent sur les 2 dimensions des réseaux et puis des amateurs. C'était le terme que j'aurais dû citer au début, mais c'était sous l'angle des associations, des ONG, etc. Voilà. À vous, le pôle de compétitivité. Alors c'est encore une autre réalité de l'organisation des rapports entre recherche et innovation. Donc, que faites-vous ? Bonjour à tous, merci. Merci aux organisateurs de me donner l'occasion de vous présenter le pôle de compétitivité Vitagora. Donc, je voudrais commencer mon propos en rappelant ce qu'est un pôle de compétitivité. Donc, les pôles de compétitivité ont été créés en 2005 pour la plupart et sont là pour réunir les acteurs de l'enseignement, les acteurs du monde industriel et des acteurs de la recherche pour développer des projets innovants qui vont être source de création de valeur pour un territoire donné. Donc, en ce qui nous concerne, on est spécifiquement désigné pour travailler sur le goût, la nutrition et la santé. Donc, on a développé pas mal de projets en 3 ans, 4 ans maintenant dans ce domaine-là, avec 50 projets qui sont aujourd'hui démarrés entre acteurs industriels, acteurs de l'enseignement, comme je l'ai dit, et de la recherche. Et on a eu donc la spécificité d'avoir développé 50% de projets qui permettent de créer du savoir, d'aller un peu plus loin dans la connaissance, donc des projets qui remontent sur des fonds comme ceux de l'Agence nationale de la recherche. Et on a développé également 50% de projets qui sont des projets qui sont très proches du marché, donc avec des innovations produits à la clé de ces programmes de recherche. Alors nous, la difficulté qu'on a, et c'est pour ça que je suis ravi d'être à cette table ronde aujourd'hui, c'est de pouvoir être en prise avec le grand public et de pouvoir faire passer cette connaissance, cette innovation qui est créée dans les pôles de compétitivité. Et donc on essaye, grâce à des initiatives avec nos partenaires, avec les différents réseaux, avec les universités, avec certains laboratoires. Par exemple, je citerai le laboratoire Simeos, donc un laboratoire sur la diffusion la communication et puis sur les sciences de l'information.
de travailler et de diffuser de l'information au grand public avec des petites expériences qui sont reproduites à l'occasion, par exemple, des Journées de la Science, auxquelles on a participé en 2008 ici à Dijon. Et donc, on essaye de faire passer de l'information. Par exemple, aujourd'hui, pour la plupart des consommateurs, il existe 4 saveurs. Tout le monde est resté à 4 saveurs, le salé, le sucré, l'amer et puis l'acide. Et finalement, aujourd'hui, on est en train de parler d'une 6e saveur. Donc, peu de gens savent qu'il y en a une 5e qui s'appelle l'umami, et la 6e qui est en passe d'être découverte, en tous les cas qui a été démontrée chez la souris, qui est le goût du gras. Donc, le goût du gras, oui. Donc on aurait des récepteurs au niveau des papilles aux molécules d'acide gras. Enfin, je ne rentrerai pas dans les détails, ce n'est pas l'objet de la discussion. Donc finalement, il y a tout un tas d'informations dont le grand public est friand. Et on a du mal à faire passer ce savoir. Alors on essaye de mobiliser au travers de ces petites expérimentations, au travers des Journées de la Science, comme je l'ai dit, au travers de congrès qu'on organise avec des journées grand public, au travers de la foire gastronomique de Dijon également, qui est vraiment quelque chose de très grand public. On essaye de faire passer cette connaissance, mais sans véritablement y arriver. Donc je serais ravi de pouvoir discuter ensuite sur les moyens qu'il faudrait mettre en œuvre pour justement, au travers de ces grands programmes de recherche qu'on a développés, comment faire passer cette information de façon simple. Alors c'est vrai que c'est pas facile, on parle souvent de vulgarisation, mais je crois que c'est nécessaire, et c'est vrai qu'on est intéressé, nous, pôle de compétitivité, pour travailler au sein d'un observatoire qui pourrait nous aider dans ce domaine-là. Alors je rappellerai peut-être aussi des initiatives qu'on a entreprises de façon modeste. On a essayé de mettre en place des parcours ludiques de formation pédagogique sur notre site internet. On a également développé un projet pour former les salariés de l'agroalimentaire, puisqu'on vise quand même l'industrie agroalimentaire, et finalement on parle de nutrition, et on s'aperçoit que les salariés de cette industrie finalement ne savent pas trop ce qu'est le bien manger, l'équilibre alimentaire, la nutrition. Et pour les impliquer dans des projets d'innovation, il faut déjà qu'ils s'approprient ces notions-là. Et donc on a mis en place une formation qui est simple, une formation de 8 heures sous forme de module, sous forme, dans l'esprit de C'est pas sorcier, donc quelque chose de très ludique. Et je crois que les pôles de compétitivité aujourd'hui sont en tous les cas ouverts à collaborer avec d'autres structures pour faire passer ce savoir, faire passer cette innovation qui doit dépasser, on va dire, le simple stade industriel et puis le simple stade des laboratoires de recherche. Donc voilà, c'était la base de mon intervention. Je pense que la richesse sera dans la discussion. Merci. Vous travaillez avec l'Université de Bourgogne. Et on travaille avec l'Université de Bourgogne. J'ai cité le laboratoire Siméos, donc qui fait partie Daniel Reichwarg. On essaye de travailler avec lui justement sur cette façon de faire passer les messages, cette façon de diffuser la connaissance, le savoir vers le grand public, grâce, je vous l'ai dit, à des petites expériences qui sont reproduites dans l'expérimentarium ou ailleurs après lors de grands salons ou de congrès qu'on ouvre au grand public sur certaines soirées. Voilà. Maintenant, Brigitte Coutan va nous parler de 2 opérateurs qui se réunissent actuellement. Donc, je ne sais pas si je peux parler d'ici. Peut-être que j'ai intérêt à prendre alors le micro aussi. Bonjour, très rapidement, un grand merci à toute l'équipe de l'OCIM et à Louis-Jean, parce que je crois que c'est un gros travail, cette rencontre de l'Observatoire, pour avoir participé aux réunions du COP avec un certain nombre ici présents. Je sais qu'on en a longuement parlé et que c'était une initiative importante. Voilà. Donc je m'exprimerai aujourd'hui un peu dans le complément du message que Claudie Aigneret a souhaité vous faire passer, pas en tant que Cité des Sciences, mais en tant que rapporteur, j'allais dire, du projet de nouvel établissement culturel et scientifique que nous sommes en train de mettre en place. Et Brigitte Zana, la directrice du Palais de la Découverte, qui est aussi dans la salle, complétera évidemment les points qui auraient besoin de l'être ou sur lesquels j'aurais omis d'insister. Je voudrais juste donc vous donner peut-être un aperçu de la démarche qui est engagée, de l'esprit dans lequel nous travaillons, et puis un petit peu du contenu et des échéances dans lesquelles nous nous trouvons. Alors d'abord,
finalement, qu'est-ce qui fonde ce projet de regroupement du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences? Vous vous souvenez que cette initiative avait été prise dès décembre 2007 par les pouvoirs publics qui avaient décidé de regrouper ces deux établissements pour créer sur 2 sites un opérateur d'envergure nationale et européenne en matière de culture scientifique et technique. Alors 2 identités très fortes et très différentes. Le Palais de la Découverte 1937, je cite quelques mots de Jean Perrin, faire comprendre que nous ne pouvons espérer rien de vraiment nouveau que par la recherche et la découverte. C'était, je crois, sauf si Brigitte contredit, c'était un peu les paroles fondatrices du Palais de la Découverte. Au début des années 80, c'est dans un tout autre contexte que le physicien Maurice Lévy avait préconisé d'ouvrir à la Villette cette cité des sciences et de l'industrie pour retracer l'aventure scientifique et technique et familiariser le public avec ses applications. Alors, comme Claudie Aigneret l'a redit, il ne s'agit pas de juste rapprocher les 2 institutions, mais plutôt d'en profiter pour définir et porter un nouveau projet. Alors, un nouveau projet qui s'appuie sur plusieurs observations de fond, sur lesquelles que je mentionne rapidement, parce que je crois qu'elles ont été assez largement évoquées ce matin, en particulier par Jean-Michel Beignet et un certain nombre d'autres orateurs. Évidemment, les mutations culturelles que nous connaissons tous. Aujourd'hui, c'est vrai que chaque personne a besoin de trouver des repères et des outils qui lui permettent d'appréhender, et le mot, on l'a encore repéré ce matin, la complexité et l'accélération du monde. Et je crois que ça, c'est une des missions de ce nouvel établissement, d'aider à mettre en lumière et en perspective ces mutations et d'offrir des outils adaptés. Donc profonde mutation des tendances de fond aussi que tout le monde ici dans la salle connaît dans l'évolution des rapports des citoyens à la science. Bien sûr, l'avènement de la société de connaissances qui positionne plus que jamais le savoir scientifique, la recherche et les applications au cœur du développement des sociétés contemporaines. En parallèle à cette évolution, la science, la recherche, l'innovation doivent bien sûr de plus en plus tenir compte de la vulnérabilité de notre environnement. C'est un peu le nouveau paradigme du développement durable qui est présent partout. Et puis enfin, la troisième tendance aussi, d'ordre plus sociologique, c'est l'impact de la révolution numérique sur la créativité des jeunes, sur leur mode d'apprentissage, sur les méthodes d'enseignement en général et celles des sciences en particulier. Donc on a 3 tendances de fond à côté desquelles nous ne pouvons pas passer. Troisième observation qui fonde aussi le travail que nous menons, évidemment, je ne vous apprends rien, l'évolution des relations entre l'État et ses opérateurs culturels. Des relations fondées aujourd'hui sur la contractualisation, la responsabilisation, l'autonomie dans la mise en œuvre par l'opérateur de ces missions et qui du coup le conduisent aussi à repenser lui-même ses relations avec les autres acteurs et avec ses partenaires. Donc on est dans un contexte évidemment très, très changeant, très différent, et même si les 2 institutions, Palais et Cité, ont bien évidemment accompagné et suivi ces évolutions, je pense qu'ensemble, elles sont capables de donner peut-être des réponses et des approches différentes face à ces nouveaux enjeux. Donc une opportunité. Je crois que je dois pouvoir appuyer là-dessus. Voilà. Une opportunité, oui, j'aurais dû vous appuyer, d'accord. Une ambition, alors une opportunité, et pour quelle ambition? Alors quelques mots sur cette ambition, que je vais regrouper autour de 2 mots, un objectif d'excellence scientifique et culturelle, et puis de rayonnement. Alors, je l'ai dit, l'ambition que veut porter ce projet s'inscrit bien au-delà de la révision générale des politiques publiques de l'État. On a de nombreux atouts pour cela. Je crois que cet établissement aura une masse critique qui va lui donner un peu plus de rayonnement européen, international, mais aussi en faire un nœud important dans le paysage national de la culture scientifique et technique, tant vis-à-vis des pouvoirs publics que de tous les acteurs impliqués dans l'évolution des sciences et de leurs applications. Donc, masse critique, une opportunité de mutualiser aussi et d'échanger les meilleures pratiques, les savoir-faire issus des expériences acquises par les personnels des 2 établissements dans les 2 sites au fil de leur existence, dans cette acquisition, dans cette recherche toujours d'innovation au service des publics. Opportunité de capitaliser et d'amplifier aussi la qualité des relations tissées jusque-là entre les scientifiques, le monde scolaire, le monde universitaire,
et bien entendu l'ensemble des acteurs en région, pour lequel c'est sans doute une opportunité de redéfinir un nouveau mode de partenariat. Alors, quelques indications, parce qu'on est en train de travailler, mais quelle traduction on va essayer de donner à cette ambition ? D'abord des sites rénovés, c'est un premier pas. Hein. Le projet de rénovation du Palais de la Découverte lie complètement la refonte muséologique à celle du monument dans lequel il s'installe, dans une démarche d'éco-conception très profonde. Et puis la Cité des Sciences, de la même façon, inscrit le renouvellement de ces espaces dans un plan qui est à la fois, qui s'insère à la fois dans l'environnement urbain, dans un souci d'amélioration de la qualité des services d'accueil auprès du public, et puis bien sûr une rénovation de ses offres culturelles. Donc des sites rénovés, un portail e-science qui je pense sera un élément important, un centre de ressources important pour l'ensemble de la culture scientifique, avec 3 entrées, bien sûr les 2 sites, Cité et Palais, qui seront consacrés à l'identité de chaque maison, à ses activités, et puis un grand espace de ressources qui sera une forme de portail national documentaire, de contenu, de sciences, d'innovation, intégrant les ressources des 2 établissements et de l'ensemble de ses partenaires. Donc je pense que ce portail est important et sera quasiment un 3e site dans la construction du projet. La médiation humaine, c'est un axe très important pour les 2 établissements qui ont des savoir-faire importants et qui voudraient développer et continuer cette expertise, considérant que l'accompagnement humain est un facteur décisif de la qualité de la visite. Et puis bien sûr un travail sur les offres pour trouver là aussi des leviers d'innovation. On voudrait réfléchir sur un observatoire, à titre d'exemple, un observatoire scientifique de la planète pour repérer les données scientifiques issues des banques de données et en fournir des interprétations pour le public. Un observatoire des éco-innovations. Hein, je suis trop tard Ah bon, voilà, donc mais quelques exemples qui concrétisent un peu la démarche. Mais d'abord, ce que je voulais surtout insister, c'est que dans ce projet, la priorité structurante est celle du rayonnement territorial. Et donc, nous voulons travailler ensemble, entre les 2 établissements et avec l'ensemble des acteurs, pour réfléchir à un nouveau cadre de dialogue, de partenariat avec l'ensemble des partenaires. On a parlé ce matin des nombreuses familles d'acteurs de la culture scientifique, donc il faut qu'on travaille ensemble. Il faut que l'on définisse et que l'on mette en place avec nos tutelles le rôle d'opérateur que l'on pourrait donner à cet établissement, qui pour l'instant, encore une fois, n'est pas créé. Le projet de décret parle d'un pôle national de référence. Donc si nous devons passer à un statut d'opérateur, il y a encore du travail à effectuer. Nous devrons ensuite penser ensemble à mettre en œuvre les actions qui pourront être retenues dans le cadre du grand emprunt. Vous savez que, comme on l'a dit ce matin, je crois que c'est une grande satisfaction de voir que, de façon explicite, l'intérêt, le développement de l'intérêt pour les jeunes a été retenu dans un axe des actions du grand emprunt. Donc, ceci a encore à être validé et à passer par toutes les étapes de confirmation. Mais néanmoins, c'est une perspective tout à fait importante. Et puis, bien sûr, travailler, comme on l'a évoqué et comme Sophie Tocrot le disait, accompagner aussi ce rayonnement territorial et l'accompagner dans une perspective européenne. Un dernier mot juste sur le calendrier de travail dans lequel nous sommes. Le processus a été lancé en 2007. Le projet a été enrichi et fortement impulsé par Claudia Agnoret depuis son arrivée à la tête de cette mission, avec un certain nombre d'étapes que nous sommes en train de mener, et pour une perspective de création de cet établissement, on l'espère, fin d'année, début de l'année prochaine. Donc voilà, donc ces quelques mots pour vous redire que ce projet n'est pas une simple mesure de rationalisation ou de mutualisation des ressources, mais que c'est bien dans un esprit d'innovation et de créativité partagée avec tous les acteurs que nous avons la volonté de le mener, et qu'on aura bien sûr de nombreuses occasions d'en reparler, puisque Claudia Agnoret le disait, une des premières initiatives que l'établissement prendra, c'est de proposer la tenue d'un forum territorial pour justement
réfléchir et définir ensemble à ces nouveaux mécanismes de travail qu'il faudra inventer. Voilà.